Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui c'est une petite vidéo hors série pour une FAQ pour les 2000 abonnés et donc je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les précédentes vidéos. On y va. Juste avant de passer à vos questions, je voudrais quand même vous remercier tous de suivre cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, je pensais pas avoir un tel succès. Bon, ça reste qu'une petite chaîne dans le monde de la photo, même parmi d'autres, mais je ne pensais jamais qu'avoir un succès aussi important par rapport à mes espérances. Je pensais bien arriver assez rapidement à quelques centaines d'abonnés, mais jamais arriver à un cap de 2000 abonnés. Et tout ça, je le dois grâce à vous, donc merci. On passe maintenant à vos questions. Je ne vais pas forcément répondre aux questions dans l'ordre dans lequel vous me les avez posées, je les ai reclassées pour qu'elles fassent un petit peu logique entre elles, c'est-à-dire que j'ai commencé par des questions qui me touchent personnellement ou à la chaîne, et ensuite passer aux quelques questions techniques que j'ai reçues également. Donc première question de Befixté qui veut savoir si je vis tout le jour en Belgique, parce que bien entendu je suis belge, quel est mon parcours par rapport à la photo, et également les logiciels que j'utilise, etc. Alors oui, pour répondre à ta question, je suis belge, bruxellois même pour être précis, j'y suis depuis ma naissance, j'ai bien voyagé d'une commune à l'autre, mais j'y reste et en tout cas je suis très content d'y être, c'est vraiment une chouette ville, et quand on prend la peine de regarder, on s'y plaît beaucoup. Alors pour ce qui en est de mon passage à la photo, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, j'ai un background qui est pas du tout artistique. J'ai fait des études en technique de construction, j'ai travaillé dans la construction et je me suis par après reconverti dans le domaine IT. Donc pour l'instant, je suis administrateur réseau et en même temps, je donne des formations en IT. Donc rien à voir avec la photo avec tout ça. Ceci dit, je me rappelle que quand j'étais petit, avec mon père, je l'aidais à développer des films argentiques. C'est peut-être quelque chose qui m'a laissé une trace, en tout cas je me souviens encore bien de ce que je faisais à ce moment-là. Mais depuis, en fait, je n'avais plus rien fait. Donc à un moment, comme n'importe qui, je me suis acheté un réflexe, sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. C'était aux alentours de 2010, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à faire quelques photos, full automatique, avec le flash qui pop à chaque seconde. Et j'ai trouvé ça sympa, mais je n'ai jamais cherché plus. Et de fil en aiguille, j'ai laissé un petit peu même l'appareil de côté. Et il se trouve qu'il y a 3-4 ans, j'ai eu l'occasion de faire un petit reportage sur un événement qu'on organisait à mon boulot. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire des photos sympas parce qu'il fallait quand même qu'elles soient présentables. Et donc, j'ai quand même essayé de travailler un peu le cadrage, etc. Et puis, en discutant avec un collègue, on a commencé à parler photos, on a commencé à voir comment on pouvait s'améliorer. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu le déclic, il a fallu que je m'y mette. Ça remonte maintenant il y a, allez, je veux dire 4 ans. Et là, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. J'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait mon boîtier. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les réglages. Et voilà, tout est parti de là. Donc j'ai vraiment un parcours photographique qui est court, qui est récent, mais en même temps qui est fort intense. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je m'y donne à fond. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai la chaîne qui est là aussi, j'en reparlerai juste après. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors pour ce qui est des logiciels que j'utilise, principalement Lightroom et Photoshop. Simplement j'ai fait le choix au départ, parce qu'en me renseignant à gauche à droite, de prendre Lightroom, et j'ai continué sur la lancée. D'ailleurs depuis quelques temps maintenant j'ai pris l'abonnement Creative Cloud complet, parce que j'utilisais entre autres Premiere faire mon montage, mais je reviendrai là-dessus dans une question juste après. Donc deuxième question de transposition, ou Guillaume, d'après ce que j'ai vu au niveau de la signature, qu'est-ce qui t'a motivé à créer la chaîne et à faire ces tutos? Alors ça, c'est purement ma manière à moi d'apprendre. Alors il y a deux raisons principales. La première, c'est que j'adore partager, et la deuxième, c'est que c'est un moyen pour moi d'aller plus loin. En fait, je considère que le fait d'essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un doit se faire dans une certaine démarche avec beaucoup d'honnêteté. Et beaucoup d'honnêteté, ça veut dire que déjà admettre qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas, mais aussi que quand on essaye d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on soit suffisamment apte à le faire, et donc on ait au préalable pris du recul. Or, pour prendre du recul sur quelque chose, il faut déjà avoir été un petit peu plus loin. Et donc en fait, le fait d'avoir créé cette chaîne et faire ces tutos, c'est une manière pour moi de me pousser à aller plus loin. J'en suis pas à mon premier essai en fait. À la base, quand j'ai changé de métier, j'ai suivi une formation de 6-7 mois pour me former en tant qu'administrateur réseau. Et pendant cette formation, j'avais commencé à mettre un blog en place sur lequel je rédigeais des articles où je donnais des explications, etc. Et de fil en aiguille, je suis devenu formateur et je donne la formation que j'ai suivie moi-même. Et à côté de ça, j'exerce mon métier d'administrateur réseau. Donc voilà, ce sont les deux raisons principales qui me mènent à faire cette chaîne. Et voilà, le côté partagé aussi, je trouve ça super important parce que finalement, la connaissance, si on les garde pour soi, ça n'a vraiment aucun intérêt.
Alors, troisième et quatrième question de Gilbert Gigi le Parisien. As-tu suivi une formation particulière ou es-tu autodidacte en visionnant les vidéos gratuites disponibles sur YouTube, etc. Alors, niveau photo, au départ, j'ai commencé un petit peu par gratter par moi-même, mais bien entendu, quand on a quelqu'un pour expliquer, c'est toujours plus facile au départ. Donc en farfouillant à gauche à droite, je suis tombé sur le site de Benoît Thibaudot qui a la chaîne de Devenir photographe. Et j'ai suivi en fait son cours en ligne. Alors son cours en ligne est vraiment génial. Pour quelqu'un qui débute, tout est vraiment bien fait, les vidéos sont super explicatives, etc. Je suis un petit peu moins fan de son contenu qu'il publie, mais c'est purement personnel. Par contre, la pédagogie qu'il met en place dans son cours en ligne, que vous suivez à votre rythme, avec les vidéos auxquelles vous recevez accès chaque semaine, etc., des exercices personnalisés, auxquels il prend le temps de répondre et de dialoguer avec vous pour les réponses, franchement, ça m'a permis d'avancer. Donc en gros, sur 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pu comme ça acquérir toutes les bases de la photo, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, parce qu'il y a des exercices qui sont donnés, etc. Mais à partir de là, par contre, j'ai démarré tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais les bases, je n'avais plus besoin de ce pied à l'étrier. Et donc j'ai commencé à farfouiller à gauche et à droite, j'ai continué à apprendre par moi-même. Et là, forcément, de fil en aiguille, je suis tombé sur les chaînes classiques, mon petit réflexe avec Sylvain, le studio de poche d'Arnaud Thierry, F1.4, etc., etc. Et en allant connecter à gauche et à droite, ben forcément, j'arrive à avoir beaucoup d'informations. Chose aussi que je fais beaucoup, c'est consulter les chaînes anglaises, parce que malheureusement, côté francophone, il n'y a pas énormément encore. Ça commence à se développer, mais quand on va voir côté anglophone, il y a énormément plus de vidéos disponibles. Et en fait, dans beaucoup de choses que j'essaye de faire passer dans mes vidéos, ce que j'ai fait en réalité, c'est me renseigner moi pour aller plus loin et compiler toutes ces informations et vous rassembler ça dans des vidéos en essayant d'y apporter encore ma touche en plus. Sinon, pour tout ce qui est développement photo et retouche photo, là par contre c'est purement du autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Lightroom, quelques petits tutos pour voir comment commencer, beaucoup de chipotage bien entendu au début, et Photoshop je vous en parle même pas, même si je fais des tutos maintenant, ça reste des tutos ultra basiques, je ne ferai jamais pour l'instant des tutos super avancés, avec des techniques avancées non plus, parce que je les maîtrise pas encore suffisamment que pour essayer de vous les expliquer. Mais le fait de vouloir vous les expliquer me pousse à moi à apprendre un petit peu plus, et donc avancer comme je vous expliquais précédemment. Alors, deuxième question de Gilbert, est-ce qu'il y a des grands photographes professionnels, passés ou actuels que tu admires tout particulièrement ? Alors en fait pas des masses, simplement parce que je n'ai pas une bonne culture artistique. Et au final, je vais vous en dire 2 mois après, mais c'est peut-être pas forcément un défaut de mon point de vue. Par contre, il y a quand même 2 photographes pour lesquels j'ai un jour dit waouh, ces photos, j'aurais vraiment voulu les faire, c'est quelque chose qui m'a touché. Et quand on me demande un exemple de photos de paysage, la première qui me vient en tête, ce sont des photos de Yann Arthus Bertrand avec sa série La Terre vue du ciel. Il n'y a rien à faire, ces photos-là, je les ai gravées en tête, enfin il y a toute une série qui sont gravées dans ma tête et que je risque pas d'oublier, et donc voilà, ça c'était un élément de référence, même si après je suis pas forcément son travail de manière régulière, de temps en temps je regarde, mais en tout cas c'est un photographe qui m'a marqué. L'autre photographe qui est aussi assez connu, c'est Steve McCurry, donc c'est le photographe qui a pris la photo de la jeune afghane avec les yeux bleus et son foulard couleur ocre qui a fait le tour du monde. Mais c'est un reporter aussi qui a fait des photos notamment au niveau du 11 septembre et autres. Enfin, il a fait énormément de choses, et j'ai récemment été voir une expo de son travail, et je dois dire qu'en dehors de quelque chose qu'il a fait pour des commandes, pour des marques, etc., son travail vraiment personnel, son travail de reporter et autres, ça prend au trip quand même, parce qu'il y a des photos, il faut se demander comment il peut avoir le cran de le faire, c'est-à-dire ne pas être juste mal dans la situation. Il a fait des photos en conditions de guerre, il a fait des photos dans des zones de catastrophe, comme pour le 11 septembre, et quand on voit les photos qu'il a pris, il faut déjà avoir le caractère pour déclencher, et même rien que ça déjà c'est déjà assez impressionnant. Et quand on voit les clichés en plus, ça prend au ventre quand même. Alors, question suivante de Michel Weber. As-tu déjà fait des stages photo comme participant? Si oui, avec qui, sur quel thème, et peut-être en organises-tu? Alors non, je n'ai jamais fait de stage photo chez un photographe, mais j'aimerais bien. Il y a 2 choses que j'aimerais trouver. La première, ce serait de faire un workshop ou des workshops sur de la photo de portrait en studio avec des modèles pro, etc. Ça, je recherche plutôt dans les environs près de chez moi, ou du moins en Belgique. C'est pas évident à trouver parce que en Belgique, visiblement, la photo même s'il y en a beaucoup, on en parle beaucoup moins qu'en France, du moins c'est mon impression. Et l'autre chose, je voudrais quand même un jour aller faire un tour chez Tomigo. Donc si vous le connaissez,
intéressé, il est en Écosse, il fait des stages en Écosse, rien que pour le plaisir d'aller découvrir ces paysages avec quelqu'un qui les parcourt de long et en large au fil de l'année. Ça doit vraiment être génial, et tous ceux qui ont fait ce stage là sont super contents. En plus de ça, j'aimerais bien rien que lui rencontrer lui aussi. Il a un caractère qui me plaît vraiment beaucoup, son franc-parler, etc. Donc même ne fût-ce que pour la rencontre humaine, j'aimerais beaucoup. Alors est-ce que j'organise moi des stages? Non. Est-ce que je voudrais en faire? Oui, mais pas tout de suite, parce que forcément de nouveau il faut déjà avoir quelque chose à offrir et c'est pas évident. Autant faire un tutoriel, ça se prépare, etc. Autant faire un stage, donc presque donner un cours en quelque sorte, ou du moins pouvoir offrir quelque chose aux gens et qu'ils en repartent plus riches finalement qu'ils ne sont arrivés. Ça demande quand même d'avoir un peu plus de background que j'en ai pour l'instant, mais c'est une idée qui me plaît bien, et l'avenir nous dira ce que j'en ferai bien sûr. Alors, Christian Capel, et pourquoi pas une rencontre photographique en Belgique? Et là, je dis oui. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, etc. J'aimerais bien, j'aimerais vraiment beaucoup. Il faut que j'essaye de voir comment je pourrais éventuellement proposer d'organiser ça. Ceci dit, en Belgique, ça veut dire que je vais principalement m'adresser à des gens qui sont en Belgique, dans le nord de la France, donc il n'y aura pas forcément énormément de monde qui sera présent, donc il faudra vraiment quelque chose de planifié à l'avance. Je vais peut-être y réfléchir, du moins pas pour la période maintenant, ce serait pour la période printemps, été, automne, quelque chose comme ça, histoire d'avoir quand même une période de l'année qui soit assez sympathique, parce que bon, le temps en Belgique est ce qu'il est, hein, on n'est pas sous un climat tropical. Mais par contre, à défaut, il est fort probable que les 21 et 22 avril, j'aille faire un tour du côté de chez Jeff Photographie qui vient dans le nord de la France et en Belgique durant ce week-end-là. Donc il me semble que c'est le 21 avril du côté de Mons en Belgique et le 22 à Lille ou vice versa. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, allez voir la chaîne de Jeff. Si vous la connaissez pas, abonnez-vous. Et du coup, renseignez-vous pour ces visites-là. Il y a de très très fortes chances pour que j'y sois. Alors, Marc qui me demande si je travaille à la souris ou à la tablette graphique. Alors les deux, en fait, ça dépend quoi. Dans Lightroom, à la souris. Il n'y a rien à faire. Lightroom, je l'emploie pour du développement avec les curseurs, etc. La tablette graphique, c'est vraiment pas pratique. Les outils pinceaux, c'est très très rare que j'utilise dedans, et quand je les utilise, c'est de manière assez grossière, donc la souris me suffit. Par contre, quand je passe en Photoshop, dès que je veux faire un travail un petit peu fin, comme la correction de défauts, là je vais passer sur la tablette graphique, et la souris, je vais l'employer pour créer mes calques, etc. Donc généralement, je jongle avec les deux. Et pour répondre à ta deuxième question, la tablette que j'utilise, en fait, c'est une Wacom Intuos Pro Medium, donc la taille intermédiaire, qui n'est pas tellement chère. C'est la dernière génération que j'ai, et vraiment, j'en suis super content. C'est super réactif, c'est facile à utiliser, vraiment rien à dire. Si vous devez prendre une tablette graphique à un moment ou à un autre, et que vous êtes limité en budget, attendez, mais prenez du Wacom. Je ne suis pas sponsorisé par la marque, mais il n'y a pas de marque qui a un équivalent par rapport à eux. C'est la marque de tablette graphique, toutes confondues. Alors, petite question de Reptile 90 ou 90, suivant les goûts. Je possède quelques reptiles et depuis je regarde des vidéos, je voudrais bien me lancer un peu dans la photographie, car jusqu'à présent je prenais des photos au smartphone, mais pas top. Bien entendu, quel appareil me conseillerais-tu pour débuter? Alors, tout dépend de ce que tu as envie de faire au niveau de la photo. Si tu sens que la photo est quelque chose qui pourrait te plaire, je dirais un réflexe, quitte à prendre un entrée de gamme, que ce soit un Canon, un 100D, un 200D ou un Nikon série équivalente. Je connais pas trop les Nikon, mais dans les 3000, la série 3000 de chez Nikon, d'entrée de gamme avec un objectif kit, déjà il y a moyen de s'éclater avec ça. Maintenant, si tu ne penses pas que la photo est un élément que tu vas vraiment développer, que c'est vraiment pour une activité spécifique, et que tu es dans des conditions qui sont pas trop mauvaises, donc si tu as un vivarium par exemple, faut voir s'il est bien éclairé ou pas. Dans le cas où tu as un élément qui est pas trop mal éclairé, un appareil photo compact peut très bien faire l'affaire. Il y a chez Canon, dans la gamme des GX ou dans les Sony, il y a d'excellents appareils compacts. Ou alors tu as le bridge avec un capteur légèrement plus grand et avec un zoom intégré, etc. Mais tu ne pourras pas changer d'objectif. Par contre, tu auras quand même déjà une sensibilité à la lumière qui sera correcte et une gestion des basses lumières qui seront correctes aussi. Donc voilà, ça va dépendre énormément de ce que tu veux faire. Mais en tout cas, si jamais tu veux partir sur du réflexe,
n'hésite pas à commencer léger. C'est-à-dire qu'au départ, il faut voir si ça te plaît et de voir si ça vaut vraiment la peine d'investir plus après. Sachant que si tu prends même un boîtier d'entrée de gamme, la première chose que tu feras si ça te plaît, c'est de changer l'objectif. Et quand tu seras arrivé vraiment au bout de ce que ton boîtier veut faire, à ce moment-là, tu pourras évoluer. Mais il y a toujours un élément sur deux, généralement, que tu vas pouvoir garder et qui t'évitera de faire des doubles investissements. Mais en tout cas, ce que je peux te conseiller au départ, si tu vas dans du réflexe ou du mirrorless par exemple, ne va pas trop loin au départ, ne prends pas forcément du haut de gamme simplement parce que tu vas peut-être le regretter parce que ce sera pas forcément ton truc. Si maintenant tu y prends goût par la suite, tu pourras toujours y investir et à ce moment-là, comme le disait Arnaud Thierry récemment dans une de ses vidéos, quand tu es sûr et certain que c'est ton trip et que tu veux aller, à ce moment-là, prends la peine d'épargner pour t'acheter quelque chose de vraiment bien, histoire de là de pas le regretter. Mais au début, commence léger, si tu prends n'importe quel réflexe à l'heure actuelle avec n'importe quel objectif kit d'entrée de gamme, tu pourras déjà faire des photos géniales et d'apprendre vraiment comment manœuvrer tout et comment tirer le maximum de ton boîtier. Et finalement, parfois, quand on a un matériel plus léger et qu'on en tire le maximum, on en tire plus de plaisir qu'avec le meilleur matériel qu'on n'est pas capable d'utiliser. Alors Jean-Christophe, utilises-tu Premiere Pro pour le montage de tes vidéos? Oui, depuis maintenant 2 mois, quelque chose comme ça, je suis passé à la Creative Cloud complète et donc j'ai tous les logiciels Adobe à ma disposition et donc je passe avec Premiere. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que le logiciel que j'utilisais avant était très limité dans la gestion du son. J'étais obligé d'avoir une bande son qui était nickel avant de la mettre dedans et je n'avais aucune possibilité de traitement interne. Par contre, au niveau de Premiere, tout ce qu'on apporte dedans, on peut le travailler, que ce soit l'image, le son, etc. Donc finalement, ça devient vraiment pratique à faire. Il m'a fallu un tout petit temps d'adaptation, mais dès qu'on a touché un logiciel de montage et arrivé dans Premiere, ça devient déjà beaucoup plus facile. Si ça vous intéresse, le logiciel que j'employais avant était totalement gratuit. Il s'appelle HitFilm Express. Donc je mettrai éventuellement le lien dans la description. Et le truc qui est sympa avec ça, c'est qu'on peut commencer avec le logiciel de base. Il n'est pas limité. Il y a juste des filtres ou des effets spéciaux qu'il n'y a pas, etc. Et si jamais on veut un petit peu évoluer graduellement, il est possible d'acheter des packs de fonctionnalités supplémentaires. On n'est pas obligé d'acheter la version complète directement. Et en tout cas, moi, les vidéos, je veux dire, les 20 premières vidéos, je les ai montées avec ça et j'ai jamais eu le moindre souci. Voilà. Alors, Fabrice Tailleur. Lors de la mise à niveau de l'espace colorimétrique, Lightroom, Photoshop, je m'aperçois que j'ai une valeur qui fait référence à mon calibrage d'écran. Je suppose que je ne dois pas en tenir compte et rester en ProPhoto, le gamut de mon écran étant certainement plus petit que celui de ProPhoto, etc., etc. Alors, je suppose, si tu me dis ça, que tu as des photos en JPEG. Sinon, normalement, enfin, si tu shootes en RAW, le profil colorimétrique n'est pas directement intégré à la fin, n'est pas dans la photo en elle-même. Par contre, si tu as des JPEG, dans ce cas-là, le profil colorimétrique est intégré. Quoi qu'il en soit, si tu as ça, ça veut dire que Lightroom et Photoshop ne sont pas configurés pour utiliser le même profil colorimétrique. Parce qu'en fait, si tu as par exemple Photoshop qui travaille en ProPhoto et que tu as Lightroom qui travaille en Adobe RVB, au moment où tu essayes de passer de l'un à l'autre, forcément, il va devoir faire une conversion de couleurs. Et le problème, c'est que dans ces conversions de couleurs, tu vas avoir une altération des couleurs qui va se faire. Donc, quand tu importes quelque chose dans Photoshop, si jamais tu n'as pas le même profil colorimétrique, je te conseille vivement de toujours utiliser l'option qui te dit d'employer le profil colorimétrique intégré. Comme ça, il ne transformera pas les couleurs. Si jamais tu lui fais une transformation vers un profil plus large ou plus restreint, dans un cas, tes couleurs vont paraître fades, dans l'autre cas, tes couleurs vont être un peu écrasées et tu vas avoir des aplats de couleurs qui seront juste affreux, voire même des déformations de couleurs. Mais en tout cas, tu as raison de dire que le gamut de ton écran, donc les capacités de ton écran d'afficher les couleurs est inférieur au ProPhoto. Côté profil colorimétrique, il y a l'ultra profil qui est le lab qui correspond normalement à ce que nous on voit à l'œil. En dessous de ça, il y a le ProPhoto, en dessous de ça, il y a l'Adobe RVB et en dessous de ça, il y a le sRVB et avec des nuances, etc. À l'heure actuelle, les écrans les plus avancés permettent de faire du 95, 96, 97, 98% de l'Adobe RVB et pas plus. Donc, ils n'affichent de toute façon pas du ProPhoto. Alors, Greg Smith, je me suis acheté un objectif M42 de marque Pentagon, j'utilise la bague AF Confirm et Magic Lantern, que penses-tu de l'usage de vieux objectifs? J'ai entendu dire que les montures FD étaient moins bien.
Alors c'est une pratique qui est de plus en plus courante, je trouve, au niveau de la photo, du moins je veux dire chez monsieur et madame tout le monde, hein. Je parle pas pour des photographes professionnels qui ont souvent des parcs d'objectifs anciens et qui conservent. C'est d'utiliser un objectif d'ancienne fabrication et de l'adapter sur un boîtier moyennant une bague d'adaptation. Généralement, ces objectifs sont des objectifs manuels, donc on va perdre des possibilités comme l'autofocus, on va perdre des possibilités comme la gestion du diaphragme. Quand tu me dis ici que tu as une bague d'AF confirme, donc ça veut dire que c'est une bague qui permet de donner une information de confirmation de la mise au point au boîtier, ce qui peut être un bon compromis. Maintenant, moi je n'en utilise pas. J'ai un boîtier argentique, même deux, avec des vieux objectifs, mais je n'ai pas de bague d'adaptation. Ce sont aussi des montures FD d'ailleurs. J'ai un Canon AE1 avec un 50 mm, enfin les objectifs classiques qu'on trouve dessus, un 200 ou quelque chose comme ça aussi, mais je n'ai jamais essayé de l'adapter sur mon boîtier, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, l'objectif qui pourrait m'intéresser, moi, ce serait de trouver un 50 mm totalement manuel, mise au point, diaphragme et tout le bazar, sans aucune commande avec le boîtier, de manière à le retourner, l'employer en macro et de pouvoir jouer avec la bague pour faire le réglage du diaphragme, etc. Non pas que j'ai pas d'objectif macro, mais j'aime bien tester différentes solutions. Sinon, pour dire que les objectifs FD sont moins bien, ça va dépendre de tous les objectifs. En fait, on peut pas comparer deux éléments comme ça. C'est pas la monture qui fait l'objectif. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on retrouve vraiment un engouement pour certains vieux objectifs qui avaient ce qu'on appelle normalement des aberrations optiques, c'est-à-dire des déformations, etc. Et qui finalement, maintenant, sont très prisés parce que ça donne un caractère à la photo. Il y a par exemple l'Helios 44 qui est un objectif qui est vraiment très apprécié parce qu'il fait un effet de bokeh tournant. Donc en fait, quand on regarde la photo, le centre de la photo, il n'y a pas de problème, mais le bokeh qui se trouve derrière sur les bords, il tend à faire une forme de cercle et ça a tendance à concentrer la vue au centre de la photo. Et pour du portrait, par exemple, ça donne des effets spéciaux très sympathiques directement dans le boîtier, pas besoin de chipoter dans Photoshop. Et donc ça donne un petit côté sympa à la photo. Mais je pense que c'est vraiment des effets de mode, c'est-à-dire que à l'heure actuelle ça plaît, dans 10 ans ça plaira peut-être plus parce que juste c'est devenu trop commun. Le truc c'est que c'est un petit peu comme les objets vintage, on les apprécie parce qu'ils sont devenus rares, ils sortent un peu du commun et c'est pas comme tout le monde. À partir du moment où tout le monde l'aurait, on perd un peu l'intérêt, quoi. L'idée c'est un petit peu de se démarquer, de faire quelque chose de différent des autres. Et c'est pour ça que les anciens objectifs sont souvent très appréciés, c'est parce qu'ils ont des imperfections qui leur donnent justement du caractère. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors voilà, j'ai fait le tour des questions, donc je voudrais quand même vous remercier tous d'avoir posé ces questions. Je ferai sûrement une vidéo FAQ à l'occasion d'un futur anniversaire, hein, je ne sais pas encore quand, mais ce sera pas pour directement, ou pour d'autres occasions aussi. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a la page Facebook de Déclic Numérique, il y a également le compte Twitter Déclic Numérique auquel vous pouvez abonner, et depuis peu sur la bannière de la chaîne, où vous trouvez d'ailleurs les liens comme dans la description de la vidéo, j'ai rajouté le lien vers mon compte Instagram, parce que je ne sais plus qui m'a demandé ce que je faisais en photo, et il n'y a rien de tel que de vous montrer quoi. Donc si vous voulez voir le genre de photos que je fais, allez voir au niveau de la bannière de la chaîne, vous cliquez sur le logo Instagram, et vous arriverez sur mon compte Instagram personnel où je publie quasiment, je vais pas dire quotidiennement, mais presque des photos, et vous pouvez trouver un historique qui remonte maintenant à 2-3 ans, donc vous avez de quoi voir éventuellement mon évolution, pour autant qu'il y en ait une, et le type de photo que je fais. Mais sinon, pour répondre à ces questions-là, mes deux priorités en photo, c'est la macro et le portrait, même si malheureusement je fais pas assez de portraits à mon goût, mais j'y travaille. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker, etc. C'est comme ça que vous faites vivre à la chaîne. C'est comme ça que vous faites connaître aussi bien moi que n'importe quel autre youtubeur. Et c'est vraiment ce qui peut nous toucher le plus. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment géniaux. Et moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo.